Le millionnaire hurlait au milieu de la station-service, donnant des coups de pied dans le pneu du camion de près d'1 million d'euros que personne n'arrivait à faire démarrer. Mais quand il s'est retourné pour chasser la jeune femme qui s'approchait, il l'a humiliée devant tout le monde. Ne t'avise même pas d'y penser. Une femme ne touche pas à mon actros. Les rires ont éclaté. Les téléphones portables filmaient déjà la scène. Jusqu'à ce que la mécanicienne fasse un pas en avant, lève une clé à molette et dise quelque chose qui a fait taire le bruit instantanément. Et là, mes amis, a commencé la minute qui ferait taire 30 spécialistes. Abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires, mes amis, de quelle région de France vous regardez cette histoire. Vous connaissez ces mains que l'on regarde et où l'on voit l'histoire écrite dans chaque marque. Eh bien, les mains de Léa sont comme ça. Chaque cicatrice, chaque ongle définitivement taché de cette graisse diesel foncée qui ne part même pas avec du savon de Marseille, chaque cale sur les paumes qui ressemble à du cuir tanné par le temps. Tout cela est comme une carte, un journal vivant de milliers et milliers de kilomètres parcourus sur les routes les plus brutales, les plus éprouvantes, les plus difficiles qui existent dans cette France immense. Léa n'est pas de ces mécaniciennes qui ont appris le métier, assises tranquillement dans une belle école technique, avec des manuels colorés et un professeur expliquant la théorie au tableau blanc. Non, mes amis, son diplôme vient d'un endroit beaucoup plus vrai, beaucoup plus authentique. Il vient du siège passager d'un Scania 113 bleu, tout rayé par les branches des arbres des routes départementales de l'Auvergne, aux côtés de son père, André Dubois. Et quel homme était cet André Léjean, l'un des routiers les plus respectés, les plus admirés de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce type de chauffeur qui, quand il arrivait dans une station-service, tout le monde s'arrêtait de faire ce qu'il faisait juste pour le saluer, pour écouter ses histoires, pour apprendre quelque chose. Depuis l'âge de 8 ans, imaginez un peu, 8 ans, Léa voyageait déjà avec son père sur les routes les plus impossibles des Alpes. Pendant que d'autres filles de son âge jouaient à la poupée, regardaient des dessins animés à la télévision, Léa dormait dans la cabine de ce Scania, avec le ronronnement du moteur diesel comme berceuse. Elle mangeait dans ces petits restaurants simples au bord de la route, où le plat du jour coûte 12 € et où la nourriture est servie avec cette affection maternelle. Et surtout, vraiment surtout, elle restait là à observer chaque boulon que son père serrait, chaque durite qu'il changeait, chaque secret précieux qui maintient un camion en vie, littéralement en vie, quand il traverse les montagnes des Alpes, où une erreur, une pièce qui casse, peut signifier rester bloqué des jours en attendant les secours. André n'était pas seulement un bon routier, il était professeur, même sans jamais avoir mis les pieds dans une université. Et il a enseigné à sa fille quelque chose qu'aucune école technique, aucune formation professionnelle, aucun certificat international n'enseigne. Les moteurs diesel qui roulent dans les Alpes sont des créatures complètement différentes des moteurs qui roulent là-bas dans le nord, dans les plaines, dans des régions où le climat est plus clément. Ici, dans les montagnes, mes amis, c'est sérieux. Les variations de température atteignent 30 degrés entre le jour et la nuit. Vous pouvez imaginer? Les cols qui se transforment en pièges de glace, sans prévenir. La chaleur de 35 degrés en été qui se mélange à des orages torrentiels qui tombent soudainement. Et cette poussière fine des routes de montagne qui pénètre dans chaque joint, dans chaque étanchéité, dans chaque recoin du moteur. Tout cela, vraiment tout, exige un type de connaissance qui n'est pas écrit dans les manuels. C'est une connaissance qu'on n'obtient que d'une seule façon, en tombant en panne sur la route, en suant sous le camion sur le bas-côté, en improvisant des solutions avec ce qu'on a sous la main, parce que le garage le plus proche est à 100 km. Léa a appris à diagnostiquer des problèmes juste en écoutant le son du moteur à différentes altitudes. Elle savait, rien qu'au ronronnement, si le problème venait du système d'injection, si c'était la pompe à carburant qui commençait à défaillir, si c'était une soupape nécessitant un réglage.
Elle a appris à improviser des pièces en utilisant des matériaux qu'elle achetait dans les petits magasins de village. Elle a compris comment l'altitude perturbe complètement les systèmes électroniques d'injection des camions modernes. Elle a compris comment le carburant diesel se comporte différemment quand le camion traverse des régions où la température change drastiquement en quelques heures. Toute cette connaissance accumulée année après année, voyage après voyage, panne après panne, réparée avec ingéniosité, a transformé Léa, à 24 ans, en l'une des meilleures mécaniciennes de poids lourds de toute la région lyonnaise. Elle travaillait dans la petite entreprise de transport que son père avait fondée après avoir pris sa retraite de la route, les transports du bois. C'était une toute petite entreprise, humble, avec seulement 4 camions, mais qui avait une réputation impeccable sur la place. Jamais, vraiment jamais, elle n'avait eu un seul retard de livraison. Et vous savez pourquoi? Parce que Léa s'occupait de ses camions comme s'ils étaient ses enfants. Chaque camion était vérifié, révisé, choyé avant chaque voyage. La vie de Léa était modeste, simple, mais remplie de sens, de signification. Elle vivait avec ses parents dans une maison modeste, dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Un quartier ouvrier où tout le monde se connaît, où les voisins s'entraident. Tous les jours, elle se levait à 5 heures du matin, quand le ciel est encore noir et que la ville dort, pour vérifier les camions avant les voyages. Elle travaillait dans un hangar de 200 mètres carrés, avec des outils anciens mais bien entretenus, propres, organisés avec cette affection de quelqu'un qui valorise chaque instrument. Et le soir, après une journée entière de travail difficile, elle prenait encore son téléphone pour étudier des vidéos techniques sur les systèmes d'injection électronique les plus récents, les plus modernes, cherchant toujours à en apprendre davantage, voulant toujours être meilleure. La plus grande fierté de la vie de Léa était de réussir à maintenir les camions de son père toujours en route, toujours fonctionnant parfaitement, même avec des ressources si limitées. Là où d'autres mécaniciens diraient « il faut changer cette pièce », ça va coûter 3 000 €. Léa trouvait un moyen de récupérer, de réparer, de faire durer plus longtemps. Elle utilisait l'ingéniosité, la créativité à la place de l'argent qui manquait. Mais mes amis, pensez-vous que toute cette compétence, cette connaissance profonde, cette dévotion absolue était reconnue et respectée? Non. Les gens, elles ne l'étaient pas. Léa affrontait tous les jours un préjugé brutal, cruel, inhumain dans sa profession. Des routiers arrivaient au hangar des transports du bois, la regardaient et avec ce ton de dédain demandaient « Où est le vrai mécanicien? Appelle ton père, mademoiselle ». Les clients doutaient de ses diagnostics, même quand elle expliquait avec des détails techniques précis quel était le problème. Les fournisseurs de pièces la traitaient comme si elle était secrétaire, demandant « Tu vas noter la commande pour la passer au mécanicien ?» sans croire qu'elle était elle-même la professionnelle responsable. Léa, avec le temps, a développé une carapace épaisse, une armure émotionnelle pour se protéger. Mais sous cette carapace, à chaque humiliation, à chaque regard de mépris, à chaque commentaire sexiste, elle ressentait un pincement de douleur qu'elle essayait de cacher avec un professionnalisme silencieux. Elle ne répliquait jamais, ne discutait jamais, ne perdait jamais son sang-froid. Elle baissait simplement la tête et continuait à travailler, laissant la qualité de son travail parler pour elle. Pendant que Léa vivait cette vie de lutte quotidienne, de travail honnête, de dignité préservée malgré l'adversité, de l'autre côté de Lyon, dans le luxueux quartier de la Confluence, où vivent les riches de la ville, vivait un homme nommé Thomas Marchand. Thomas Marchand, mes chers amis, était un homme de 47 ans qui dirigeait Marchand Logistics, l'une des plus grandes, des plus puissantes entreprises de transport de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. On parle d'une entreprise gigantesque, 80 camions modernes, tout neufs ou semi-neufs, une flotte évaluée à 18 millions d'euros. 18 millions. Vous m'entendez? L'entreprise avait des contrats de plusieurs millions avec des multinationales. Elle facturait 45 millions par an, et Thomas vivait comme un roi dans son penthouse de luxe, avec vue sur la Saône. Mais vous savez ce qui est le plus triste, le plus douloureux dans toute cette histoire?
Thomas était le fils d'un ancien chauffeur de camion. C'est vrai, les gens. Son père, Bernard Marchand, avait été routier toute sa vie, de ceux qui dormaient dans la cabine, qui mangeaient des sandwichs froids sur le bas-côté, qui connaissaient chaque virage dangereux de la 7. Bernard s'était enrichi grâce à beaucoup de travail, beaucoup de luttes, beaucoup de nuits sans dormir. En profitant des opportunités qui se présentaient sur le chemin, il avait construit cet empire à partir de zéro, avec ses propres mains calleuses. Mais Thomas, le pauvre, était né quand l'argent était déjà fait, quand l'entreprise était déjà établie, quand la vie était déjà confortable. Et vous savez ce qui lui est arrivé? Il a développé un sentiment terrible, destructeur, la honte, une honte profonde, corrosive de ses propres origines. Thomas avait honte de dire que son père avait été routier. Quand il allait à des événements d'affaires, à des dîners avec des entrepreneurs importants, il inventait des histoires, changeait le passé, disait que son père avait toujours été entrepreneur dans le secteur de la logistique, cachant la vérité humble, belle, honnête. Thomas n'avait jamais, vraiment jamais, conduit un camion de sa vie. Il ne connaissait pas la différence entre un Scania et un Mercedes. Il ne connaissait pas l'odeur du diesel. Il ne comprenait pas le ronronnement d'un moteur qui travaille dur dans une montée. Pour lui, les camions n'étaient que des chiffres dans des tableaux Excel, des actifs dans la comptabilité, des outils pour générer du profit. Il traitait les chauffeurs comme des pièces remplaçables, jetables. Si un chauffeur se plaignait de mauvaises conditions, de délais impossibles, d'un camion nécessitant de l'entretien, Thomas le licenciait simplement et en embauchait un autre. Pour lui, il y avait toujours des gens qui avaient besoin d'un emploi. Il y avait toujours quelqu'un qui acceptait les conditions, et Thomas avait une croyance arrogante, dangereuse. Il croyait que l'argent résolvait absolument tous les problèmes mécaniques. Le camion est tombé en panne, pas de problème. On embauche les meilleurs professionnels de Paris. On paie 5 000 € pour que le type prenne l'avion jusqu'à Lyon et le répare. Le moteur a un problème, on change le moteur entier. Quelle différence ça fait? L'entreprise facture des millions. Il méprisait la connaissance pratique, la connaissance de la route, cette sagesse qui vient des années passées en cabine. Pour Thomas, tout était une question de diplôme, de certificat, de combien vous facturiez à l'heure. Mais sous toute cette arrogance, sous cette carapace d'entrepreneur prospère et froid, existait une blessure ouverte qui saignait. Son père, Bernard Marchand, le fondateur de tout, était interné dans une clinique privée très chère, avec un Alzheimer avancé. La maladie avait volé presque tous les souvenirs du vieux routier, mais il y avait un souvenir, un nom, une histoire qui revenait toujours, toujours, dans les rares moments de lucidité que Bernard avait encore. Chaque fois que Thomas rendait visite à son père à la clinique, et regardez, il ne le visitait pas souvent, non, hein? Il trouvait toujours une excuse, avait toujours une réunion importante, un voyage urgent. Bernard posait la même chose, avec les yeux brillants de cet espoir d'enfant. « Fils, es-tu déjà allé remercier André Dubois? L'as-tu déjà visité ?» Et Thomas s'irritait, répondait avec impatience. « Papa, je ne sais pas qui est cet homme. Vous m'avez déjà raconté cette histoire 1000 fois. J'irai, oui, j'irai quand j'aurai le temps. » Mais au fond, vraiment au fond, Thomas savait exactement qui était André Dubois. Son père avait raconté l'histoire tant de fois qu'il était impossible de l'oublier. Il y a 25 ans, quand Bernard roulait encore sur les routes, il y avait eu un terrible accident sur la 7, près de Valence, sur un viaduc étroit et dangereux. Le camion de Bernard avait basculé, était resté suspendu au bord du viaduc avec le réservoir de carburant qui fuyait, des étincelles commençant à apparaître. C'était une question de minutes, peut-être de secondes, avant que le camion n'explose en flammes avec Bernard coincé dans la cabine écrasée. C'est à ce moment qu'André Dubois est passé par là. Il aurait pu continuer, aurait pu penser « ce n'est pas mon problème », aurait pu avoir peur de s'impliquer, mais non.
André a arrêté son propre camion, a risqué sa propre vie, est entré dans cette cabine détruite, sentant le diesel, et avec une force qui ne vient que du désespoir de quelqu'un qui veut sauver une vie, il a réussi à arracher Bernard de là, à le sortir des ferrailles, à le porter au loin quelques secondes avant que le camion n'explose en une boule de feu qui a illuminé toute la montagne. Bernard était blessé, en état de choc, pouvait à peine parler. Quand il s'est suffisamment remis pour remercier, André préparait déjà son camion pour partir. Bernard a supplié « Dis-moi ton nom, dis-moi où tu habites, je dois te remercier pour le reste de ma vie. » Mais André, humble, simple, a juste souri et a dit cette phrase que Bernard n'a jamais oubliée. « Les routiers s'entraident, mon ami, pas besoin de remercier, fais juste la même chose pour quelqu'un quand tu en auras l'occasion. » Et il est parti. Il a disparu sur la route, ne laissant que le ronronnement du moteur comme au revoir. Bernard est devenu obsédé par l'idée de retrouver cet homme. Il demandait dans toutes les stations-service, dans tous les petits restaurants, au bord de la route, décrivait le camion bleu, racontait l'histoire. Cela a pris des années, mais finalement, grâce au réseau invisible de communication qui existe entre les routiers, il a découvert le nom. André Dubois de Lyon. Roulait principalement sur l'A7 et les routes des Alpes. Bernard était radieux. Il voulait aller immédiatement remercier, apporter un cadeau, faire quelque chose pour montrer sa gratitude. Mais c'est là que le problème a commencé. Thomas, déjà adulte à cette époque, déjà honteux de ses origines, vivant déjà dans le monde des affaires sophistiquées, a commencé à inventer des excuses. « Papa, c'était il y a tant d'années, l'homme ne doit même plus s'en souvenir. Papa, il ne voudra pas être dérangé. Papa, j'ai des voyages d'affaires, je ne peux pas y aller maintenant. » La vérité, la vraie vérité que Thomas n'a jamais admise à voix haute, c'est qu'il avait peur. Peur que ses associés découvrent l'histoire trop humble. Peur que son image soit ternie en étant associé à un simple routier. Peur que quelqu'un découvre qu'il venait d'une famille pauvre. Et ainsi, les années ont passé. Et Bernard continuait à demander, mais Thomas n'y est jamais allé. Jusqu'à ce que l'Alzheimer arrive et vole presque tout, ne laissant que cette question répétée, cette demande jamais satisfaite. Maintenant, ce mardi matin dont je vais vous parler, le destin préparait une rencontre inévitable. Le destin, mes amis, a une façon très particulière de corriger les injustices, de mettre les gens face à face quand ils doivent apprendre des leçons importantes. Le camion le plus important de la flotte de Thomas Marchand, un Mercedes-Benz Actros 2551, le dernier modèle, une belle machine de 510 chevaux, évaluée à 850 000 €, équipée du système d'injection électronique Bluetech le plus moderne qui existe, était immobilisé depuis 3 semaines entières dans une station-service sur l'A46, à 40 km de Lyon. Et le pire, le camion était chargé d'équipements hospitaliers de haute technologie destinés à Grenoble. Des scanners, des appareils d'IRM, des équipements qui sauveraient des vies, d'une valeur totale de 2,3 millions d'euros. Le contrat avait une clause cruelle, une pénalité journalière de 50 000 € pour chaque jour de retard de livraison. 50 000 €. 21 jours s'étaient déjà écoulés. La pénalité avait atteint 1,5 million d'euros. Et le client, un grand hôpital privé de Grenoble, menaçait non seulement de ne rien payer, mais aussi de rompre un contrat de 5 ans qui valait des millions. Thomas était désespéré. Il avait déjà envoyé 30 mécaniciens différents essayer de résoudre le problème. 30, des spécialistes du concessionnaire Mercedes de Lyon, des techniciens amenés en avion de Paris, des ingénieurs en électronique avec de beaux diplômes accrochés au mur, même un technicien allemand de l'usine Mercedes elle-même qui était venu spécialement d'Allemagne. Chacun de ces professionnels très chers avait diagnostiqué des causes différentes. Système d'injection compromis, module électronique grillé, pompe haute pression défectueuse, capteur de température défaillant. Thomas avait dépensé 180 000 € à remplacer des pièces, à changer des composants, à tout essayer. Et rien, absolument rien, n'avait fonctionné. Le moteur de l'Actros ne démarrait tout simplement pas. Quand il tournait la clé,
Les tableaux de bord s'allumaient, l'ordinateur de bord se mettait en marche, mais le moteur restait mort, silencieux, comme s'il avait décidé de ne plus jamais fonctionner. Et le plus frustrant, l'ordinateur de bord n'indiquait aucune erreur spécifique, juste un message générique, défaillance du système de protection. C'était comme si le camion avait verrouillé complètement ses propres fonctions vitales pour une raison inconnue, mystérieuse. Ce mardi, avec un soleil brûlant, 36 degrés faisant fondre l'asphalte, Thomas était personnellement à la station-service. Il y était allé parce qu'il n'en pouvait plus, parce qu'il devenait fou de frustration. Il était en train de hurler au téléphone avec le directeur du concessionnaire Mercedes. « Comment ça, vous ne savez pas ce que c'est? C'est un camion de près d'1 million d'euros. Vous êtes le concessionnaire officiel. Réparez ça maintenant ou je poursuis le constructeur. » Autour de lui, 6 mécaniciens de Marchand Logistics elles-mêmes essayaient pour la 30e fois de résoudre le mystère. Ils ouvraient le capot, connectaient des ordinateurs, mesuraient des voltages, vérifiaient les connexions, tout ça sous ce soleil qui semblait être un feu du ciel. Et une foule de curieux s'était formée, des routiers qui s'arrêtaient pour faire le plein et restaient là à regarder, des employés de la station qui commentaient entre eux, des automobilistes qui ralentissaient pour voir le camion géant arrêté avec le capot ouvert. Tout le monde commentait « C'est le camion de Marchand que même Dieu ne peut pas réparer », disait l'un. 3 semaines immobilisé, le type est millionnaire et n'arrive pas à faire démarrer le camion, se moquait un autre. L'humiliation publique de Thomas était croissante, douloureuse. Lui, le puissant propriétaire de Marchand Logistics, l'entrepreneur qui avait toujours eu le contrôle de tout, était là, impuissant, voyant sa réputation s'effondrer, voyant sa fortune saigner en pénalités journalières, et il n'y avait absolument rien qu'il puisse faire. C'est exactement à ce moment précis choisi par le destin, que Léa Dubois est arrivée à la station. Léa conduisait le vieux Volkswagen 17220 des Transports Dubois, ce camion qui avait connu de meilleurs jours mais qui roulait encore ferme parce qu'elle s'en occupait avec l'affection d'une mère. Elle était allée au centre de Lyon acheter des pièces pour les camions de son père, des filtres, des durries, de petits composants qui devaient être changés lors de l'entretien préventif qu'elle faisait religieusement. La benne du camion était chargée de sacs de pièces automobiles et Léa rentrait chez elle quand elle a senti qu'elle devait faire le plein. Elle est entrée dans la station de l'A46, cette grande station que tous les routiers connaissent, et s'est garée près des pompes à diesel. C'est là qu'elle a remarqué tout ce mouvement, ce rassemblement de gens autour d'un camion Mercedes géant et rutilant, qui avait le capot ouvert. Curiosité professionnelle, mes amis. Un vrai mécanicien ne peut pas voir un camion avec un problème et simplement l'ignorer. C'est plus fort que nous, c'est l'instinct. Léa est descendue du camion, a demandé au pompiste de remplir le réservoir et s'est approchée de ce cercle de personnes. Elle a commencé à entendre les commentaires. 3 semaines immobilisées, 30 mécaniciens sont déjà venus. Même le concessionnaire n'arrive pas à résoudre le problème. Marchand est désespéré, il perd des millions. Plus elle entendait, plus elle était intriguée. Léa est restée là, au bord du groupe, observant de loin, essayant de voir le camion. Et puis quelqu'un a essayé de démarrer le moteur. Dans ce silence d'attente, elle a entendu. Elle a entendu le son caractéristique du démarreur qui tournait. Elle a entendu les systèmes électroniques s'activer, mais le moteur principal restait absolument muet. Et quelque chose dans son cerveau, formé par des années et des années d'expérience, par des milliers de diagnostics effectués dans des conditions impossibles sur les routes des Alpes, a fait tilt. C'était un schéma spécifique qu'elle avait déjà vu auparavant, ou plutôt dont elle avait entendu son père parler. Léa s'est approchée davantage, a réussi à mieux voir le camion. Mercedes-Benz Actros 2651, modèle tout neuf, système Bluetech, cette technologie allemande de pointe. Elle est restée là à observer les mécaniciens travailler. Elle les a vus vérifier les mêmes systèmes pour la 20e fois. Injection électronique, capteur, module de contrôle. Et elle a pensé, ils cherchent au mauvais endroit.
Ils cherchent un problème complexe alors que ça peut être quelque chose de simple qu'ils ne connaissent pas. C'est à ce moment qu'elle a pris une décision. Léa a respiré profondément, a rassemblé son courage et a commencé à marcher vers le groupe de mécaniciens. Elle est passée devant quelques routiers qui l'ont regardée avec surprise. Que faisait une si jeune femme en s'approchant de ce problème que les meilleurs spécialistes n'avaient pas résolu? Léa est arrivée près d'un homme en costume, en sueur, visiblement stressé, parlant fort au téléphone. C'était Thomas Marchand, bien qu'elle ne le sache pas encore. Elle a attendu qu'il raccroche le téléphone et alors, avec cette politesse qu'André lui avait enseignée, elle a dit « Excusez-moi, monsieur, je suis mécanicienne de poids lourd diesel. Si vous me le permettez, je peux jeter un œil au véhicule. » Mes amis, ce qui s'est passé dans les secondes suivantes est quelque chose que Léa n'oublierait jamais, vraiment jamais, de toute sa vie. Thomas s'est retourné vers elle et elle a vu son visage changer complètement. D'abord, ce fut la surprise, puis l'incrédulité, puis ce mépris, cette arrogance qu'elle connaissait si bien, qu'elle avait vue tant et tant de fois. Thomas a regardé Léa de haut en bas. Il a vu une jeune femme de 24 ans portant un t-shirt usé avec le logo délavé Transport du Bois, un vieux jean avec des taches de graisse qui ne partaient plus même au lavage, une paire de baskets usées qui avaient été blanches un jour, mais étaient maintenant grises de tant de saleté accumulée, des cheveux noirs attachés en queue de cheval simple, un visage sans maquillage, des mains sales d'un travail honnête. Et alors Thomas a explosé. Tout le stress des 3 dernières semaines, toute la frustration, toute l'humiliation qu'il ressentait est sorti dans ces mots. « Mécanicienne, toi, petite, écoute ce que je vais te dire. 30 professionnels, tu m'entends? 30. Des gens avec des diplômes, avec des certifications Mercedes-Benz, avec des années et des années d'expérience, sont venus ici et n'ont pas réussi à résoudre le problème. Et toi, une fille qui a l'air de sortir tout juste du garage de quartier, tu penses que tu vas faire quoi? Faire un bisou au moteur? Faire une incantation? Ici, c'est un Actros 2651 avec un système électronique Bluetech de dernière génération. Ce n'est pas une coccinelle de brocante du dimanche. Retourne à ton petit camion de livraison de supermarché et laisse les hommes, les vrais hommes, travailler. Le silence qui est tombé était lourd, gênant. Et puis les rires ont commencé. Les 6 mécaniciens de l'équipe de Thomas ont ri fort, avec ce rire de moquerie. Les routiers qui regardaient ont commencé à faire des commentaires sexistes. Une femme en mécanique? Seulement si c'est pour nettoyer le sol. Ça doit être la petite amie d'un mécanicien qui pense qu'elle comprend. Va à la maison faire la cuisine, ma belle. Les employés de la station regardaient par terre, embarrassés par la situation, mais sans le courage de défendre Léa. Léa a senti le sang monter à son visage. Elle a senti cette brûlure qui vient quand on est humilié injustement, quand on piétine notre dignité. Mais elle avait appris avec son père à garder son sang-froid, à ne pas perdre le contrôle. Elle a respiré profondément et a essayé à nouveau avec une voix ferme mais polie. Monsieur, j'ai grandi en réparant des camions sur les routes les plus difficiles des Alpes. Je connais les systèmes diesel qui fonctionnent dans des conditions extrêmes d'humidité, de chaleur, de poussière. Je demande juste une chance de... Mais Thomas ne l'a pas laissé finir. Il était dans un tel état de nerfs que la simple présence de cette fille humble, offrant son aide, semblait être une offense personnelle. Il l'a coupée avec un sarcasme cruel, venimeux. Conditions extrêmes, conditions extrêmes. Ma chérie, sais-tu seulement la différence entre du diesel B7 et B10? Sais-tu ce qu'est un injecteur Common Rail haute pression? As-tu déjà touché un système de refroidissement par intercooler? Non, tu ne sais pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Alors arrête de me faire perdre mon temps, arrête de m'empêcher de travailler et va faire ce que les femmes devraient faire. Va laver le linge, va te faire les ongles, va t'occuper de la maison, je ne sais pas, mais dégage de devant ceux qui comprennent vraiment. Les rires sont devenus plus forts, plus cruels.
Léa a vu des téléphones portables se lever, des gens commençant à filmer cette humiliation publique. Quelqu'un a crié « Envoie-la faire un gâteau, elle doit savoir faire ». Un autre a crié « Les femmes ne servent qu'à gêner dans le travail d'hommes ». Et Léa a senti pour la première fois depuis longtemps des larmes de rage brûler dans ses yeux. Ce n'était pas de la tristesse, ce n'était pas du chagrin, c'était une rage profonde d'être jugée non pas pour sa compétence, non pas pour sa connaissance, mais simplement parce qu'elle était une femme. Elle était sur le point de partir, sur le point de tourner le dos à cette situation humiliante, quand elle a entendu une voix rauque, enrouée, de quelqu'un qui a fumé toute sa vie, coupé le bruit. « Hé, marchand, tu ne sais pas qui est cette fille ?» Tout le monde s'est retourné. C'était un vieux routier, il devait avoir environ 65 ans, peau brûlée par le soleil, t-shirt d'équipe de foot délavé, ventre de quelqu'un qui aime une bière le week-end. Léa l'a reconnu. C'était Michel, un vieil ami de son père, routier à la retraite qui avait roulé avec André pendant des années. Michel a continué, la voix pleine d'indignation. « Cette fille, c'est la fille d'André Dubois. André Dubois, tu m'entends ? Une légende vivante des routes du Sud-Est. Un homme qui a sauvé plus de routiers en panne sur la route que tu n'as de camions dans ta flotte. Et cette fille a appris avec lui. Elle comprend les camions depuis qu'elle est petite. Si elle dit qu'elle peut aider, tu devrais écouter au lieu de rester là à humilier la demoiselle. » Thomas a entendu le nom André Dubois, mais n'a pas fait le lien, n'a fait aucune connexion. Il était trop aveuglé par la frustration, trop sourd par l'arrogance. Il a simplement haussé les épaules. « Peu m'importe qui est son père, elle ne touchera pas à mon camion. Point final. » Mais alors, et regardez quelle chose intéressante s'est produite, mes amis. Quelque chose a changé dans le regard de Thomas. Peut-être était-ce le désespoir absolu de la situation. 3 semaines perdues, 1 million en pénalité, contrat de plusieurs millions sur le point d'être perdu. Peut-être était-ce une impulsion sadique de transformer cette humiliation en divertissement. Quoi qu'il en soit, Thomas a eu une idée. Il a levé les mains demandant le silence et s'est adressé au présent avec une voix forte, théâtrale, comme s'il annonçait un spectacle. « Écoutez les gens, changement de plan. La mécanicienne ici. » Il a fait des guillemets avec ses doigts en l'air en disant le mot. « Pense qu'elle peut résoudre ce que 30 hommes qualifiés n'ont pas résolu ? Alors, faisons ceci. Je vais donner une opportunité en or à la petite demoiselle ici. Si elle, avec toute cette connaissance des routes des Alpes, plus de guillemets moqueurs, arrive à faire démarrer ce camion, je lui paie 30 000 €. 30 000 tout de suite, en liquide. » Certaines personnes ont sifflé, impressionnées par le montant. Thomas a continué avec un sourire cruel. « Mais il y a une condition. Elle a 1 heure, seulement 1 heure. 60 minutes. Et si elle échoue, et elle va échouer parce que c'est bien au-delà de ses capacités, elle admettra ici devant tout le monde que les femmes n'ont pas de compétences techniques pour la mécanique lourde diesel, qu'elle ne faisait que se montrer et qu'elle aurait dû rester à la maison. Tu acceptes le défi, ma chérie, ou tu vas fuir la queue entre les jambes. » Léa était paralysée. 1 heure. 1 heure pour diagnostiquer un problème que 30 spécialistes n'avaient pas réussi à résoudre en 3 semaines était impossible. C'était un piège, une humiliation planifiée. Tout le monde le savait. Michel, le vieux routier, s'est approché d'elle et a chuchoté « N'accepte pas, ma fille. Cet homme te tend un piège, va-t'en d'ici. » Mais Léa réfléchissait. Elle avait entendu ce son du moteur essayant de démarrer. Elle avait vu le modèle du camion, et elle avait un souvenir très spécifique, très clair, d'une conversation avec son père il y a 2 ans. Une histoire sur un Mercedes-Benz qui s'était arrêté mystérieusement sur l'A7, près de la frontière avec l'Italie. Une histoire sur un capteur caché que personne ne connaissait, qui n'était documenté que dans les manuels allemands originaux. Léa a fermé les yeux, a respiré profondément et s'est souvenu des mots que son père répétait toujours, sur les routes, quand quelqu'un doutait d'elle, quand quelqu'un la sous-estimait. « Léa, ma fille, quand il doute de toi, quand il t'humilie, ne discute pas, ne te bats pas. Laisse le moteur dire la vérité.
Laisse ton travail, ta compétence parler pour toi. Elle a ouvert les yeux, a regardé directement Thomas et a répondu avec une voix ferme qui l'a surprise elle-même. « J'accepte le défi. Mais quand, pas si, mais quand, j'arriverai à faire démarrer ce camion en plus des 30 000 €, vous ferez deux choses. Vous présenterez des excuses publiques devant tout le monde ici et vous engagerez les services des transports du bois, l'entreprise de mon père, pour un an entier. D'accord ?» Thomas a presque éclaté de rire. L'idée que cette fille puisse résoudre le problème était si absurde dans sa tête qu'il a trouvé la proposition hilarante. « Marché conclu. Prépare ton discours de défaite, poupée. Quelqu'un apporte une Bible pour qu'elle jure qu'elle tiendra sa promesse. » Plus de rire, plus de moquerie. Léa est allée à son camion et est revenue en portant sa boîte à outils. Une vieille boîte en métal, lourde, pleine d'outils qui avaient appartenu à son grand-père, à son père. Des outils qui racontaient 3 générations d'histoire. Thomas a regardé l'heure sur son téléphone portable et a annoncé à haute voix « 1 heure, 60 minutes, ça commence maintenant ». Et là, dans cette station-service de l'A46, entouré d'environ 40 personnes qui s'attendaient à la voir échouer, avec des téléphones portables filmant chacun de ses mouvements, Léa Dubois a commencé le défi le plus important de sa vie. Léa est montée dans la cabine du Mercedes-Benz Actros, mes chers amis, et la première chose qu'elle a faite a été de s'asseoir sur le siège du conducteur et simplement de respirer. Fermer les yeux pendant 5 secondes et bloquer tout ce bruit, toute cette pression, tous ces rires de moquerie. Elle devait se concentrer, elle devait laisser son cerveau travailler comme son père lui avait enseigné, avec calme, avec logique, avec attention aux détails que les autres ne voient pas. Elle a ouvert son vieux sac à dos et en a sorti une tablette. Ce n'était pas une de ces tablettes chères et modernes, non. C'était un vieux modèle, écran fissuré, mais qui faisait tourner un logiciel de diagnostic automobile qu'elle avait acheté sur un site pirate. Elle avait payé 200 €, qui lui avaient fait mal au portefeuille, mais qui avaient valu chaque centime. Elle a connecté la tablette à l'entrée de diagnostic du camion sous le tableau de bord et a commencé l'analyse. Thomas, en bas, n'a pas perdu l'occasion de faire une blague. Regardez, elle a même une petite tablette. Elle a dû chercher sur Google comment réparer un camion en 5 minutes. Hein ? Les rires ont éclaté. Quelqu'un a crié « Je parie qu'elle regarde une vidéo sur YouTube ». Plus de rire. Mais Léa n'a rien répondu, n'a pas regardé en bas, n'a pas fait attention. Elle était concentrée. Les 20 premières minutes se sont écoulées avec Léa, vérifiant un par un tous les systèmes que ses 30 mécaniciens avaient déjà vérifiés avant elle. Système d'injection électronique. Parfait. Aucune erreur. Capteur de pression de carburant. Tous fonctionnant parfaitement. Module de contrôle du moteur. Aucune défaillance enregistrée. Pompe haute pression. Neuve. Elle avait été changée il y a 1 semaine. Elle était impeccable. Système de refroidissement, intercouleur, soupape. Tout, absolument tout fonctionnait comme il devait. Et ça, mes amis, c'était exactement ce qui intriguait Léa. Parce que quand tout fonctionne mais que le moteur ne démarre pas, ça signifie que le problème n'est pas mécanique, n'est pas électronique au sens traditionnel. C'est quelque chose de différent. C'est quelque chose qui envoie un ordre de protection, verrouillant tout le système. Thomas a regardé l'heure et a annoncé à haute voix avec ce ton de moquerie « 20 minutes déjà passées, 40 minutes restantes. Alors, mécanicienne, tu as déjà découvert que tu ne sais pas quoi faire ?» Les gens ont ri. Certains routiers ont commencé à parier sur combien de temps elle allait encore faire semblant de savoir ce qu'elle faisait avant d'abandonner. Mais Léa ne faisait semblant de rien. Elle pensait profondément. Elle a éteint la tablette, a appuyé sa tête contre le siège, a fermé les yeux et a commencé à voyager dans ses souvenirs. Elle est revenue 2 ans en arrière, à une nuit spécifique où elle était avec son père dans le hangar des transports du bois, tous les deux dînant d'une boîte repas sur un établi d'outils, comme ils le faisaient si souvent. Cette nuit-là, André lui avait raconté un cas très étrange qui était arrivé à un collègue routier sur l'A7, près de la frontière avec l'Italie.
Un Mercedes-Benz comme celui-ci, tout neuf, avait simplement cessé de fonctionner au milieu de la route, sans avertissement, sans raison apparente. Le propriétaire du camion avait appelé mécanicien après mécanicien. Il avait attendu des jours et des jours. Personne ne découvrait le problème, jusqu'à ce qu'André, qui était allé là-bas aider son collègue, reste à observer, à analyser, à penser. Et André s'est souvenu d'une histoire qu'un mécanicien allemand, qui avait travaillé directement à l'usine Mercedes en Allemagne, lui avait raconté il y a des années lors d'une rencontre de routiers. Les Mercedes les plus modernes, en particulier ceux équipés du système Bluetech pour réduire les émissions, venaient avec un capteur de protection contre l'humidité extrême. Ce capteur était installé spécifiquement pour les camions qui allaient rouler dans des pays au climat difficile, parce que Mercedes savait que l'humidité au-dessus de 95% pouvait causer de sérieux problèmes de combustion. Le capteur était caché dans un endroit qui n'était pas dans les manuels français, seulement documenté dans les manuels techniques allemands originaux. Et sa fonction était de surveiller constamment l'humidité de l'air qui entrait dans le système d'admission du moteur. Si l'humidité dépassait 95% et continuait à ce niveau pendant une période prolongée, le capteur envoyait une commande automatique au module central pour verrouiller tout le système électronique comme mesure de protection pour éviter que le moteur ne soit endommagé en essayant de fonctionner avec une combustion compromise par l'humidité. Le gros problème, le problème auquel personne ne s'attendait, c'est que ce capteur, fabriqué avec un alliage métallique allemand développé pour le climat européen, rouillait avec une facilité absurde dans les climats extrêmes. L'humidité constante, la chaleur extrême, les pluies torrentielles, tout cela attaquait le métal du capteur, et quand le capteur rouillait, il se bloquait en position d'humidité critique, même après que l'humidité de l'air était revenue à la normale. Et là, le camion restait verrouillé, protégé contre un danger qui n'existait plus. Léa a ouvert les yeux soudainement. C'était ça. Ça devait être ça. Le schéma était identique. Camion tout neuf. Région au climat variable, toutes les pièces fonctionnant parfaitement, mais le moteur ne démarrant pas. Pas d'erreur spécifique sur l'ordinateur, juste défaillance du système de protection. Elle savait où chercher. Elle savait exactement quoi faire. Léa est descendue de la cabine, est allée directement sur le côté du moteur et a commencé à retirer la grande protection en plastique du système d'admission d'air. Thomas, voyant cela, n'a pas pu se retenir. Maintenant, elle touche au filtre à air. Vous y croyez? Elle pense que le problème, c'est l'air sale. Mon Dieu, quelle blague ambulante! Les gens ont ri tellement fort que certains se tenaient le ventre. Mais Michel, le vieux routier, ne riait pas. Il connaissait ce regard de concentration. C'était le même regard qu'André avait quand il résolvait un problème difficile. 35 minutes s'étaient déjà écoulées. Léa a complètement retiré la protection en plastique et a commencé à chercher derrière le filtre à air principal, dans un compartiment secondaire que la plupart des gens ne savent même pas qui existe. C'était un espace étroit, sombre, plein de fils et de petits capteurs. Elle a pris une petite lampe de poche qu'elle portait toujours sur elle, l'a pointée à l'intérieur et a commencé à examiner chaque centimètre. Et alors elle l'a vu. Un petit capteur de la taille d'un briquet, en métal argenté, connecté au module central par deux fils fins. Léa a senti son cœur s'accélérer. C'était lui. Elle a mis sa main dans cet espace étroit, s'est coupé le doigt sur un coin métallique, mais n'a même pas fait attention à la douleur, et a réussi à déconnecter les deux fils du capteur. Elle a tiré le capteur vers l'extérieur, l'a amené à la lumière et a confirmé. Il était complètement pris par la rouille brun-rougeâtre, la surface métallique corrodée et le mécanisme interne visiblement bloqué. Léa a tenu le capteur en l'air et a crié « J'ai trouvé le problème !» Thomas et tous les présents se sont approchés. Elle a expliqué avec ce calme de quelqu'un qui sait exactement de quoi il parle. Voici un capteur de protection contre l'humidité extrême. Il est spécifique aux camions Mercedes qui roulent dans des régions au climat difficile.
Sa fonction est de surveiller l'humidité de l'air, et quand il détecte des niveaux critiques, il envoie au module central l'ordre de verrouiller tout le système d'injection électronique pour protéger le moteur. Le problème, c'est que ce capteur a rouillé et s'est bloqué en position d'humidité critique, 98%. C'est pourquoi aucun scanner n'a pu détecter de défaillance. Techniquement, le capteur faisait son travail, il protégeait le moteur, sauf qu'il protégeait contre un danger qui n'existe plus. Thomas a essayé d'argumenter, a essayé désespérément de ne pas y croire. C'est impossible. Si c'était un problème si simple, les ingénieurs du concessionnaire Mercedes l'auraient trouvé. Ils ont vérifié chaque composant. Léa l'a regardé directement dans les yeux et a répondu avec une vérité douloureuse. Les ingénieurs Mercedes de Paris, de Lyon, d'Allemagne n'ont jamais roulé sur les routes des Alpes en plein hiver, monsieur. N'ont jamais dormi dans la cabine d'un camion traversant des régions où l'humidité change radicalement. Moi si, ce problème est spécifique à notre région. C'est une connaissance de ceux qui vivent la route, pas de ceux qui lisent des manuels dans un bureau. 48 minutes. Léa a pris un spray dégrippant de sa boîte à outils, l'a appliqué généreusement sur le capteur rouillé, a attendu 3 minutes pour que le produit pénètre, et alors, avec une minuscule clé Allen, a commencé à travailler sur le mécanisme interne du capteur, débloquant manuellement la pièce qui était coincée. C'était un travail délicat, de précision. Un faux mouvement, et elle pouvait casser complètement le capteur. La foule était dans un silence absolu maintenant. Même Thomas avait arrêté de faire des blagues. Tous regardaient cette femme de 24 ans, avec les mains sales de graisse et de rouille, travaillant sur cette pièce minuscule avec la concentration d'un chirurgien faisant une opération délicate. Avec un clic doux, le mécanisme s'est débloqué. Léa a nettoyé le capteur avec un chiffon, a enlevé toute la rouille qu'elle pouvait, a reconnecté les 2 fils, a remonté la protection en plastique et est remontée dans la cabine. Elle a connecté la tablette, a accédé au système de diagnostic et a envoyé une commande de réinitialisation, effaçant la mémoire de protection. L'ordinateur de bord a fait une vérification complète de tous les systèmes. Ça a pris 2 minutes qui ont semblé être 2 heures. Et alors toutes les lumières du tableau de bord se sont allumées en vert. Système d'injection, OK. Capteur, OK. Protection environnementale, OK. Tout libéré. Léa a mis sa main sur la clé de contact. Elle a respiré profondément, a dit une prière silencieuse et a tourné. Le moteur du Mercedes-Benz Actros 2651 a explosé de vie. Le ronronnement grave, puissant, parfait des 6 cylindres en ligne a rempli l'air. Le tableau de bord s'est complètement illuminé, tous les indicateurs montrant le fonctionnement parfait. Léa a accéléré 2 fois. Le moteur a répondu comme une machine neuve, parce que c'était une machine neuve. Elle était juste verrouillée. 53 minutes. Ce qui s'est passé dans les secondes suivantes, mes amis, était quelque chose de cinématographique. D'abord est venu le silence, un silence de choc, d'incrédulité, et puis l'explosion. Les routiers ont crié, ont sauté, se sont embrassés. Les employés de la station ont applaudi et ont sifflé. Michel, le vieil ami de son père, pleurait, essuyant les larmes avec sa chemise sale. Et les téléphones portables, des dizaines de téléphones portables, ont tout filmé. Le moment exact où Léa Dubois a prouvé que la compétence n'a pas de genre, que la vraie connaissance vient de l'expérience vécue, pas de l'arrogance. Léa est descendue de la cabine, a calmement essuyé ses mains sur un chiffon, a marché jusqu'à Thomas, qui était pâle, suant froid, immobile comme une statue, et lui a tendu le capteur rouillé. Le problème, monsieur, une pièce de 50 € que 30 mécaniciens n'ont pas cherché parce qu'ils ne connaissent pas les particularités du climat de notre région. Vous me devez 30 000 €, des excuses publiques ici devant tout le monde, et un contrat de prestation de service des transports du bois pour 1 an. Un accord est un accord. Thomas Marchand était détruit, mes chers amis, complètement détruit. Il a essayé d'ouvrir la bouche pour dire quelque chose, pour argumenter, pour dire que c'était de la chance, mais les mots ne sortaient tout simplement pas.
Il regardait ce capteur rouillé dans sa main comme si c'était la preuve physique de sa propre ignorance, de sa propre arrogance. C'est à ce moment que Michel, le vieux routier, a fait un pas en avant et a dit fort pour que tous entendent « De la chance, marchand ». Cette fille a diagnostiqué en 53 minutes ce que tes spécialistes très chers n'ont pas trouvé en 3 semaines. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle connaît vraiment la route. Parce qu'elle a appris avec André Dubois, un homme qui vaut plus que toute ta flotte réunie. D'autres routiers ont commencé à être d'accord en criant « Fille de vrai routier !» a crié l'un. André Dubois a créé une légende, a crié un autre. Et c'est là, en entendant ce nom répété, que quelque chose a finalement fait tilt dans le cerveau de Thomas. Il est devenu encore plus pâle, si c'était possible. André Dubois, il a répété, la voix tremblante. Votre père est André Dubois ?» Léa a confirmé, sans comprendre pourquoi cela importait tant. Et alors Thomas a vacillé, a dû s'appuyer sur le pare-choc du camion, a mis ses mains sur sa tête et a commencé à pleurer. Là, devant 40 personnes, devant tous ses employés, devant tous ses étrangers, Thomas Marchand s'est effondré. Entre des sanglots qui sortaient du fond de son âme, il a raconté toute l'histoire. Comment André avait sauvé la vie de son père il y a 25 ans sur la 7, avait sorti Bernard d'un camion en flammes, avait risqué sa propre vie. Comment son père avait cherché pendant des années à le remercier, avait découvert le nom, avait supplié 1000 fois Thomas d'aller le visiter, d'apporter un cadeau, de faire n'importe quel geste de gratitude. Et comment Thomas n'y était jamais allé, n'avait jamais voulu y aller parce qu'il avait honte. Honte terrible de ses origines modestes, honte que quelqu'un découvre qu'il venait d'une famille pauvre de routiers. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Thomas pleurait. J'ai humilié la fille de l'homme qui a sauvé tout ce que j'ai. Je suis un monstre. Je suis un monstre ingrat et arrogant. La révélation a tout changé. Ceux qui avaient ri quelques minutes auparavant étaient maintenant sérieux, émus. Léa était en état de choc. Elle connaissait cette histoire. Son père l'avait racontée tant de fois, le jour où il avait sauvé un chauffeur, mais il n'avait jamais su son nom. Thomas s'est levé, a marché jusqu'à Léa avec les jambes tremblantes et a fait quelque chose que personne n'attendait. Il s'est agenouillé sur l'asphalte chaud, là devant tout le monde. « Pardonne-moi » a-t-il supplié. « Pardonne-moi pour l'humiliation. Pardonne-moi de n'avoir jamais remercié ton père. Pardonne-moi d'être si petit, malgré tout ce que j'ai. » Il a sorti son chéquier de sa poche avec des mains tremblantes. Et la même, en s'appuyant sur le sol, a rempli 2 chèques, un de 30 000 € comme convenu et un autre de 50 000 €, qu'il a appelé « paiement en retard de gratitude pour la vie de mon père ». Léa a aidé Thomas à se relever. Elle n'a pas montré de colère, n'a pas montré de vengeance, a juste dit avec cette sagesse qu'elle avait apprise de son père. « Mon père dit toujours que les routiers s'entraident. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de fraternité, de se souvenir d'où on vient. Vous avez oublié vos origines, mais il n'est jamais trop tard pour s'en souvenir. » Les vidéos de l'épisode sont devenues virales sur les réseaux sociaux. En une semaine, Léa avait 400 000 abonnés. Des propositions de travail arrivaient d'entreprises de transport de toute la France. Mais la transformation la plus belle, la plus vraie, s'est produite avec Thomas Marchand. Il est allé personnellement chez André Dubois, apportant ce chèque de 50 000 €, mais surtout apportant une demande de pardon en retard de 25 ans. André, déjà âgé de 68 ans, fragilisé par des problèmes cardiaques, a reçu Thomas. Et quand Thomas a tout expliqué, quand il a pleuré à nouveau et a demandé pardon pour le retard, pour la honte injuste, André a fait ce que les hommes bons font. Il a embrassé Thomas et a dit que les routiers ne sauvent pas des vies en attendant une récompense, mais qu'il était heureux de voir que Thomas avait trouvé le chemin du retour vers ses racines. 10 mois après ce jour à la station-service, est né Dubois Marchand Transport. Thomas a offert à Léa une participation de 30% dans la nouvelle entreprise et le poste de directrice technique, supervisant la maintenance de toute la flotte de 84 camions. André est devenu consultant, partageant des décennies de connaissances.
Le siège de la nouvelle entreprise avait 5000 mètres carrés, un atelier moderne, mais maintenant les valeurs de respect et de fraternité. Léa a tout révolutionné. Elle a mis en place une formation spécifique sur les particularités du climat français, a réduit de 60% les pannes de la flotte et surtout a embauché et formé 8 femmes comme mécaniciennes de poids lourds, brisant les préjugés. L'entreprise est devenue une référence nationale. Thomas s'est complètement transformé. Il a vendu son penthouse de luxe, a acheté une maison simple, a commencé à visiter André chaque semaine, a créé le projet Bernard Marchand offrant des bourses d'études en mécanique pour les jeunes à faible revenu, en donnant la priorité aux enfants de routiers. Le capteur rouillé que Léa avait retiré de l'Actros a été encadré et placé à la réception de l'entreprise avec une plaque. Le détail que 30 mécaniciens n'ont pas vu, mais qu'une fille de la route a trouvé. La vraie connaissance naît de l'expérience vécue, pas de l'arrogance. L'histoire est devenue une légende parmi les routiers de la région Auvergne-Rhône-Alpes, racontée dans les stations-service, dans les petits restaurants, dans les flottes. Et Léa, même avec tout le succès, a continué à être la première à arriver et la dernière à partir de l'atelier, portant la même salopette, étudiant le soir, gardant les pieds sur terre. Quand on lui demandait ce jour qui a tout changé, elle répondait « Ce jour-là m'a appris que la compétence n'a pas de genre, qu'humilier quelqu'un, c'est s'humilier soi-même, et que les routes les plus difficiles, de goudron et de vie, nous rendent vraiment forts. » L'Actros n'avait pas besoin de technologie chère, il avait besoin de quelqu'un qui connaisse vraiment notre région. Et je la connais parce que je suis fille de cette terre, de ces routes, de ce peuple qui n'abandonne jamais. N'oubliez pas de vous abonner à Moteurs et Espoirs, de mettre un like si vous avez aimé cette histoire et de commenter de quelle région de France vous nous regardez. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.